Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. 5e conférence de presse pour François Hollande. Elle intervient presque un mois après les attentats contre Charlie Hebdo. Alors généralement, le chef de l'État consacre près de 3 heures à cet exercice et cette fois, ça a été nettement plus court. François Hollande, il faut le dire, est parti dans la foulée pour Kiev avec Angela Merkel. Les deux dirigeants européens sont venus présenter un plan de paix franco-allemand qu'ils présenteront demain au président russe Vladimir Poutine. La guerre dans l'est de l'Ukraine, au centre de cette conférence de presse, mais il a été également question du sort de la Grèce et finalement peu d'économie. On va en parler ce soir avec nos invités, avec vous, Soisy Kemener. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes rédactrice en chef au service politique de l'hebdomadaire français Marianne. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, merci d'être avec nous, directeur et fondateur du site d'information atlantico.fr. Saïdi Kaba, bonsoir. Vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique, parce qu'à France 24, on aime bien aussi avoir ce regard de gens justement qui voyagent, d'éditorialistes étrangers. Lara Marlowe, bonsoir, vous êtes correspondante à Paris pour The Irish Times. La situation dans l'est de l'Ukraine qui se détériore chaque jour, plus de 5300 morts ces 10 derniers mois, 19 civils tués rien que pour la journée de jeudi. Aucune négociation pour l'heure n'a abouti avec Moscou. Écoutez tout de suite le chef de l'État, François Hollande. Je crois toujours que la guerre, c'est pour les autres. Je pense toujours que la guerre, c'est loin. Que la guerre, ce n'est pas pour notre génération. Et pourtant, à quelques heures d'avion, à l'est de l'Europe, à ses frontières, il y a des femmes, des hommes, des civils qui meurent. Et puis, il y a eu le protocole de Minsk. Nous avons fait en sorte, Angela Merkel et moi-même, d'y contribuer. Et nous pensions qu'une solution était donc en perspective. Et puis, tous ces défaits dans les applications, dans les détails, puis ensuite dans les mouvements de force. Et là, nous sommes dans la guerre, et dans une guerre qui peut être totale. Soisy Kemener, un risque de guerre totale, les mots ont été très, très forts. On a vu un président très grave aujourd'hui, il n'y avait pas eu de petites blagues comme à l'habitude. Est-ce que vous diriez qu'il a changé, que sa stature a changé depuis le 11 janvier ? Ce que je trouve intéressant, c'est que François Hollande est toujours le 11 janvier. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher boulevard Voltaire avec les chefs d'État et de gouvernement autour de lui. Et on voit bien qu'il ne veut pas quitter ce boulevard Voltaire. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cette position de chef. Il avait dit ce jour-là, le centre du monde, c'est Paris. Et on voit qu'il a l'intention de faire durer ce qu'il considère comme un État sur lequel il peut capitaliser. C'est-à-dire il est au centre à la fois au centre de la discussion avec l'Allemagne, il peut servir de trait d'union avec la Grèce, donc il se place au centre du jeu diplomatique international et on le voit tout au long de cette conférence de presse. C'est vrai, vous l'avez souligné, d'ordinaire il aime discuter, plaisanter avec les journalistes. Là on n'était pas du tout dans cette posture-là, on était dans la posture de quelqu'un qui est beaucoup plus martial que d'habitude. Et il le fait bien, vous trouvez que justement que la France est au centre aujourd'hui des choses, des gros dossiers, que ce soit l'Ukraine, que ce soit la Grèce? Alors ça, pour l'Ukraine, il va falloir attendre demain de savoir exactement ce qui se passe lors de la réunion, de la rencontre avec Vladimir Poutine. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il reprend une forme de leadership. Il faut bien voir qu'il est dans un combat pour pouvoir se représenter. Donc ça se joue à la fois sur le front du chômage, c'est ce qu'il a dit lors de cette conférence de presse, mais il veut aussi capitaliser sur cette stature de nouveau chef martial. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous trouvez qu'il a changé depuis le 11 janvier ? Il a peut-être changé sur la forme, effectivement. Peut-être aussi que ses conseillers en com lui ont enfin expliqué que la fonction présidentielle en France, au moins, requérait une certaine majesté. Effectivement, il était moins dans la plaisanterie, quoi qu'il l'a été un petit peu à la fin, mais pas dans le cœur du discours. Après, là où moi je trouve qu'il n'a pas changé, c'est qu'on a l'impression que c'est le président de Second Life. Hormis ce qui est très intéressant en initiative avec Angela Merkel sur l'Ukraine, du reste, il parle d'un pays qui quasiment n'existe pas ou qui peut-être existe dans les conversations qu'il a avec ses conseillers. Mais vous pensez, en 2 heures et demie, il n'a pas prononcé le mot islamisme.
On lui parle de Boko Haram, c'est une secte terroriste. Mais je pourrais vous citer des tas d'autres exemples. Quand il parle de peuplement, on ne sait jamais de quoi on parle, on ne nomme pas les choses, on ne fait que les effleurer, on est dans l'effacement sémantique de la réalité. Après, ça n'empêche pas, comme je vous le disais, que je trouve que sur l'Ukraine, c'est une initiative qui est extrêmement bienvenue, qui était utile, parce qu'on s'en rend assez peu compte, vu d'Occident, mais tel que les Russes le perçoivent, eux, ils se disent que ce dossier-là pourrait mener à la Troisième Guerre mondiale. Véritablement. Alors après, c'est pas parce que les Russes le pensent que pour autant c'est le cas, mais c'est vrai qu'il François Hollande a eu des mots quand même très forts aussi. Il a parlé de risque de guerre totale. Non, mais c'est pour ça que je dis sur cet aspect-là, je trouve ça extrêmement intéressant. Et comme vous le disiez, il faudra voir ce qui se passe demain avec Vladimir Poutine, mais c'est quand même une démarche parce que les Américains, et il y a John Kerry qui se trouve à Kiev au même moment, les Américains ne sont pas tout à fait dans la même logique. Eux, ils aimeraient justement intégrer beaucoup plus l'Ukraine, l'arrimer beaucoup plus à l'OTAN et à l'Europe. On sait très bien que ça n'est pas possible et c'est un peu ce que l'Europe a payé comme erreur fondamentale depuis le début. Là, moi, j'ai noté une inflexion assez importante, même s'il ne l'a pas présenté comme ça, de la politique étrangère française qui a vraiment donné des signaux aux Russes. Attention, notamment, on ne réclame pas l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui n'était pas aussi clair avant. On ne disait pas forcément l'inverse clairement, mais enfin, on ne disait pas ça. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, c'était très intéressant. Pour le reste, enfin, on y reviendra plus tard dans la conversation, mais vraiment sur le on va parler de la Grèce, on va parler... Ah, mais c'est fantastique, mais enfin, on est dans l'ignorance de la réalité à un point qui est... Saïdi Kaba, est-ce que vous trouvez qu'il a changé? Est-ce que vous saluez cet activisme finalement de la France? Il est évident qu'il y a un avant et un après 11 janvier. Depuis les événements de Charlie Hebdo, on sent que Hollande a compris, il y a une conjoncture qui lui est favorable. Il a surfé là-dessus et on le sent dans l'embellie relative. Par rapport aux enquêtes d'opinion, on sent que ça s'est notoirement amélioré pour lui. Ça, c'est complètement indiscutable. Maintenant, est-ce que sur la durée, ça va tenir cet effet? Ça peut être aussi une embellie éphémère. De ce point de vue, je pense qu'il faut attendre de voir comment les choses vont évoluer. Il y a peut-être pas, en tout cas sur l'international, de mon point de vue, il y a eu des annonces qui ne sont pas négligeables. Hollande, par exemple, a appelé la communauté internationale à faire davantage dans la lutte contre le terrorisme, notamment en Afrique. Et de ce point de vue, je pense que le fait qu'il ait annoncé, ce qui est une sorte d'information importante qu'on n'avait pas avant cette conférence de presse, que la France a assuré le transport des troupes tchadiennes, a assuré un ravitaillement logistique en armes, en matériel dans la lutte contre Boko Haram, me paraît être important au moment où les pays de cette zone-là, les pays qui sont concernés par Boko Haram, ceux du bassin du lac Tchad, ont été relativement abandonnés par le reste de la communauté internationale. Le tournant dans la lutte contre Boko Haram s'est fait à l'initiative du Tchad. Le Tchad n'a pas suffisamment de moyens, mais avec le peu de moyens, compte tenu de la menace sous-régionale et de la menace planétaire, le Tchad s'est engagé et Hollande, à mon avis, a eu raison d'appeler la communauté internationale à faire davantage. C'est d'ailleurs le sens de l'appel qui a été lancé par l'Union africaine lors de son dernier sommet qui vient de se tenir à Addis Abeba. Lara Marleau, vous l'avez trouvé comment, vous? Solennel. Je l'ai trouvé beaucoup mieux pour l'étranger et pour l'esprit du 11 janvier que pour la politique intérieure et l'économie. Il n'a d'ailleurs pas été beaucoup question d'économie, on en reparlera tout à l'heure. Il n'a pas beaucoup parlé du chômage qui reste quand même là. Il s'est esquivé. Moi, j'ai vraiment... Bon, on reviendra là-dessus. Pour l'étranger, effectivement, je suis d'accord avec Jean-Sébastien. L'Ukraine, c'est très, très important. Et ça, cette espèce de... Je vous préviens, on va vers une guerre totale. Ça m'a vraiment... Ça a été fort comme moment. Parce que, et il avait parlé il a évoqué des relents de guerre froide. Et en fait, quand vous avez les Russes qui arment les séparatistes et les Américains qui menacent d'armer les Ukrainiens, c'est exactement ça. Et je trouve que Hollande et Angela Merkel veulent que l'Europe soit une sorte de tampon entre les anciennes superpuissances. Et c'est un bon rôle pour l'Europe. Il a bien parlé aussi de la France et l'Allemagne en Europe. On sent ce couple franco-allemand qui fonctionne, là. Et notamment depuis le 11 janvier. Il y avait, on a le sentiment que ce couple se ressoude, que plus le temps passe et plus c'est un couple qui fonctionne. Angela qui n'arrêtait pas de lui faire l'accolade le jour de la marche, le 11 janvier. Effectivement, ils veulent que ça fonctionne, donc ça fonctionne. On va l'écouter justement sur le couple franco-allemand et puis vous allez rebondir, Jean-Sébastien Ferjou. On l'écoute. Quelles sont les nations qui pèsent dans le monde? C'est la question que je me suis posée. Combien sont-elles? Quels moyens peuvent-elles utiliser? Qui a la capacité de mettre en œuvre une armée?
Qui peut prendre une décision à l'échelle du monde? Qui a la force économique? Et quand nous sommes ensemble, Français et Allemands, nous avons toute la capacité de la puissance à l'échelle du monde. Et je veux que les Européens s'en rendent compte, ils le savent, et que le monde également saisisse ce qui va se produire. Sur le couple franco-allemand, Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que vous sentez que c'est un couple qui est vraiment soudé là aujourd'hui, hein? En tout cas, il l'est sur l'Ukraine, effectivement. Il l'est probablement sur des questions de politique étrangère. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait peut-être quelque chose en creux dans les propos de François Hollande et qu'il n'a pas dit. C'est que, d'une certaine manière, ce qu'il disait là, c'était à vous les usines et à nous les soldats. C'est la France, on va se spécialiser dans ce que finalement on sait bien faire, ce qui reste à discuter parce qu'il faudrait qu'on parle de la réalité des moyens militaires. La question lui a été posée. Il l'a relativement balayé sans y appesantir sur le niveau d'investissement militaire qu'il y a en France. Mais d'une certaine manière, ce qu'il nous dit, c'est regardez, on va vous dire, puisque nous, on fait ce que le reste des Européens ne font pas, on va mutualiser le budget de la défense et comme ça, on sortira des chiffres du déficit français si les Allemands payent aussi, ou en tout cas, c'est clairement la négociation qu'ils essayent de mener avec Bruxelles. Et là, ils voudraient le mutualiser avec l'Allemagne et dire comme ça, mais regardez, on n'aura plus aucune réforme économique à faire parce qu'effectivement, si vous regardez le budget français et vous sortez le budget de la défense, il y a beaucoup moins d'efforts à faire. Mais c'est en ça que je vous disais, ce qui est très curieux, c'est que c'est très intéressant d'un point de vue de politique étrangère et d'un point de vue de politique intérieure, c'est inquiétant parce qu'il nous dit qu'il veut faire vivre effectivement l'esprit du 11 janvier ou qu'il veut que la République donne toutes ses chances à ses enfants. Mais enfin, moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il fait le calcul que là, le congrès du PS, c'est au mois de juin, qu'il lui suffit de tenir finalement jusque-là parce que le moment de la candidature sera vraisemblablement verrouillé à ce moment-là, où il pourra imposer sa candidature d'ici ce moment-là, et que donc, pourquoi faire des réformes? Il a pourtant un contexte, à moins de trouver du pétrole dans le golfe de Gascogne, on n'aura rien de mieux dans les années qui viennent. Il y a la baisse du pétrole, il y a la baisse des taux et il y a l'intervention massive de la Banque centrale européenne. Et là, il se dit, mais tout ça va donner un peu d'oxygène, donc de toute façon, comme ça, ne faisons rien. D'ailleurs, il l'a dit, il l'avait dit au vœu des entreprises, le pacte de responsabilité est en place, le CICE est en place, peut-être qu'on fera des petits trucs en plus par-ci par-là pour les chômeurs ou machin, mais voilà, en gros, débrouillez-vous, maintenant, on a tout fait ce qui était possible de faire pour l'économie. Mais non, justement, la Banque centrale européenne vient de donner une occasion fantastique à l'Europe et à la France, notamment, de mener de véritables réformes de structure. Et la loi Macron, elle peut être intéressante point par point. Enfin, ce ne sont pas des réformes de structure. C'était une loi pour la jeunesse. Je veux bien que ce soit une loi pour les jeunes qui ont envie de devenir notaire, peut-être. Mais le reste des jeunes, ceux qui ont besoin que la croissance et la confiance renaissent dans ce pays, ce problème-là n'est pas traité. Et donc, quand on dit, on va mutualiser le budget avec l'Allemagne, comme ça, on n'aura plus aucune réforme à faire, moi, je trouve que c'est assez inquiétant pour notre avenir. Il y a une chose qui m'a fait rire hier, quand il a parlé avec Tsipras après leur rencontre à l'Élysée. Il a dit, nous, avec notre expérience des réformes, on a des choses à vous apprendre, vous les Grecs. Et quand je l'ai lu, je ne savais pas s'il avait dit d'un ton ironique ou pas, d'ailleurs. Non, il était sérieux et moi, j'étais abasourdie. Enfin, parce que pour les partenaires européens de la France n'a quasiment pas fait de réformes. Quel regard justement votre pays porte sur la France justement par rapport aux réformes? L'Irlande qui a tellement souffert. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question, qui a bénéficié d'un plan de sauvetage aussi européen. Oui. Bon, l'Irlande était un pire État que la France, c'est clair. Mais le chômage est descendu de 5 points, a baissé de 5 points en Irlande. Et les fonctionnaires ont perdu jusqu'à 30% de leur salaire. Donc, on trouve que ce n'est pas très sérieux en France, franchement. Juste sur la mutualisation avec l'Allemagne et le reste de l'Europe, notamment des dépenses. Je pense que... Des défenses. Justement, la revendication ou l'exigence n'est pas illégitime. Parce que la France, quand elle intervient, notamment en Afrique, que ce soit en Centrafrique ou au Mali, elle les fait aussi pour la sécurité collective. Et de ce point de vue, on est légitime à penser que le reste de la communauté internationale doit prendre sa part. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une insécurité, lorsqu'il y a le terrorisme au Mali, c'est souvent des citoyens italiens qui sont enlevés, c'est souvent des citoyens allemands qui sont enlevés. Tous ces pays ont payé de rançon et tout le monde reconnaît aujourd'hui que l'argent de rançon a servi les entreprises terroristes. L'Europe a payé, depuis le début du terrorisme, plus de 50 millions d'euros de rançon aux groupes terroristes qui sont dans le Sahel. Donc, si on ne travaille pas à mettre fin à ces groupes, l'Europe va continuer. Plutôt que de payer de l'argent aux groupes terroristes, il vaut mieux peut-être le mettre dans une caisse commune pour la sécurité, dans un basket fond, comme disent les Américains,
Et de ce point de vue, vous avez vu, l'Europe a mis du temps, par exemple, mais elle a fini par reconnaître qu'il faut former l'armée malienne. Et il y a aujourd'hui, il y a aussi des forces européennes, de tous les pays européens qui participent à la formation de l'armée malienne. Je pense que de ce point de vue, il y a peut-être quelque chose à voir dans le cadre de la sécurité collective, parce que, contrairement à ce qu'on pense, c'est que Boko Haram peut, si elle évolue, représenter une menace pour l'Europe, pour le reste de la communauté internationale. Donc, tous ces groupes-là, si on mutualise les moyens, je pense que ça peut être aussi dans le cadre de la sécurité collective. C'est tout à fait légitime de poser cela comme revendication. Je suis d'accord sur la légitimité de la revendication. On peut négocier ça avec nos partenaires européens. Moi, je pointais juste du doigt que ce que je trouve dommage, c'est à supposer qu'on arrive d'ailleurs à le négocier, parce qu'il a expliqué que la France sans l'Allemagne, elle n'était pas puissante. Moi, j'aimerais entendre le point de vue des Allemands. Est-ce qu'ils pensent réellement qu'ils ont besoin de la France pour se sentir puissants? Je pense qu'ils n'ont pas exactement la même perception que celle qu'on a, nous, de ce côté du Rhin. Ce que je vous disais, c'est ça n'est pas parce qu'on réussirait à négocier quelque chose, et à mon avis, on en est encore loin sur la mutualisation du budget de la défense, que pour autant, ça deviendrait une raison de ne pas mener les réformes dont la France a besoin. On va parler, si vous voulez bien, du sort de la Grèce, parce qu'il en a été beaucoup question, et ce alors que la BCE a pris hier une mesure radicale. Elle a coupé hier le robinet à Athènes. Les autorités grecques qui ne veulent plus de la Troïka, et ça passe pas du tout à Berlin. Wolfgang Schäuble, d'ailleurs, qui est le ministre des Finances allemand, a dit qu'il fallait que Athènes reprenne ses négociations avec la Troïka. On écoute ce qu'en a dit ce matin le chef de l'État, qui trouve d'ailleurs la décision de la BCE tout à fait légitime. Vous avez sans doute appris que la Banque centrale européenne avait pris une décision hier tard, qu'elle a des conséquences, cette décision. C'est qu'elle renvoie sur les États, sur les gouvernements, les responsabilités. Et c'est bien légitime. Elle dit aussi au gouvernement grec qu'il doit annoncer un cadre pour ces réformes. Je suis très attaché à la zone euro, je l'ai montré. Mais je suis aussi très conscient que l'austérité à tout jamais, comme ligne d'horizon, ne peut pas être une solution ni pour les Grecs, ni pour les Européens. Swazik Kemener, il est un peu flou, là, encore. Alors, il est du côté des Grecs, il est du côté des Allemands, on ne sait pas très bien. Mais je crois que justement, c'est tout le problème de l'exercice. C'est-à-dire qu'on est à un moment où il y a eu un espoir de la part d'une partie de la gauche que François Hollande soit ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le trait d'union, la personne qui allait permettre de faire entendre raison à Angela Merkel. Et là, on voit bien que c'est un non. C'est un non. Il est, au moment de sa conférence de presse, il explique qu'il ne donne pas de porte ouverte à la Grèce. En tout cas, on est sur quelque chose. D'un côté, il dit comment, si Angela Merkel veut recevoir, si Alexis Tsipras veut aller à Berlin, oui, Angela Merkel le recevra, mais il ne dit rien de plus. Donc je pense que il ne veut pas s'engager plus loin dans cette. On est vraiment dans un moment où François Hollande... On a l'impression qu'il veut faire encore une fois la synthèse. Oui, voilà, c'est ça, vous êtes d'accord, Lara Marleau? On a l'impression qu'il veut faire la synthèse et qu'une fois encore, on ne sait pas, c'est flou. Oui. Et il y a un loup quand c'est flou. Et il y a un loup quand c'est flou. On ne sait pas. Lara Marleau? Tout à fait. Moi, je n'ai pas très bien compris parce qu'il dit il faut que l'austérité finisse, on est solidaire de la Grèce. Puis il dit il faut le respect du vote grec, le respect des engagements, le respect des règles européennes. Et on pourrait tous se donner on ne peut pas tout avoir. Donc, moi, je trouve qu'il dit la chose et son contraire. Il dit la chose et son contraire, Saïdi Kaba? En tout cas, sur ce point, ce n'est pas très clair. Et comme il vient d'être dit, on avait pensé que la victoire le changement en Grèce allait conforter le camp de son aile gauche et qu'il allait dire la défense de nos valeurs, des valeurs de gauche, peut conduire à la victoire. La Grèce est un exemple, capitalisé là-dessus. Mais là, on voit qu'il y a vraiment une ambiguïté, une volonté de ménager la chèvre et le chou, et du coup, on arrive à une sorte de flou comme ça qui n'est pas très clair. La victoire de Syriza, c'est tant que ça la victoire de la gauche. Ça l'est bien sûr, parce que évidemment Syriza est un parti de gauche, mais c'est surtout la victoire de la démarche politique qui consiste à faire ce qu'est de la politique, à dire si on veut, on peut. D'ailleurs, Podemos, qui veut juste dire nous pouvons, c'est la même chose en Espagne. Le problème, c'est qu'en France, ceux qui incarnent le si on veut, on peut, on le voit tous, c'est pas François Hollande, c'est pas l'UMP, c'est en général Marine Le Pen. Pas avec de bonnes solutions, mais dans l'attitude
politique. Et c'est ça le problème, c'est que Syriza, c'est surtout la victoire de peuples qui disent mais oui, on nous explique qu'il y a les traités européens, Monsieur Juncker nous explique qu'il n'y a pas de voie démocratique pour sortir des traités européens. D'accord. La Banque Centrale Européenne prend une décision hier soir aussi pour dire bon bah de toute façon c'est fini à telle date et puis voilà c'est comme ça et c'est pas autrement sans se poser la question. La question n'est pas est-ce que la Grèce doit ou pas payer. On pourrait en faire un débat pendant des heures d'un point de vue moral. La question est peut-elle payer? Est-ce que ça a du sens? Le refus de l'austérité qui est prôné par la nouvelle majorité en Grèce n'est pas quand même simplement de valeur de nationalisme, c'est aussi la défense des plus petites retraites en Grèce, la défense de pauvres. C'est exactement ce que fait Marine Le Pen. C'est exactement le même discours que Marine Le Pen ne défend pas... Mais je ne vous dis pas qu'elle le ferait dans la réalité, je vous dis que c'est ce qu'elle dit. Mais si elle défend les petits, le programme du Front National est devenu communiste. Allez, on va faire une petite pause, de temps du rappel des titres et on va reprendre ce débat dans un instant, le rappel des titres.